En octobre 2024, toute l'Espagne, sur les téléphones, dans les voitures, sur les écrans des bars et des salons, a entendu la voix de Juan Carlos Prémé, conversant avec sa maîtresse Bárbara Rey, dans des enregistrements que le CNI payait depuis des années pour empêcher d'être rendus publics. Dans une conversation enregistrée dans les années 1990, le monarque de l'époque évoqua son mariage avec la reine Sofia, avec une franchise qu'aucun discours officiel, aucune déclaration de la maison royale, ni aucune photo de famille au balcon du palais de la Zarzuela n'avait jamais manifesté. Il reconnut que leur vie de couple s'était pratiquement achevée à la naissance de Felipe, que la vie de famille, à proprement parler, n'existait plus, que l'été, la distance entre eux s'atténuait quelque peu, mais qu'ils se parlaient à peine. Et il ajouta, avec la nonchalance de quelqu'un pris au piège depuis des décennies d'une contradiction qu'il ne cherche même plus à résoudre, que cela lui convenait parfaitement, elle avait parfaitement rempli son rôle de reine, elle avait tenu bon, elle ne s'était pas enfuie avec un autre. Felipe est né en 1968. Au moment de ces enregistrements, il dormait dans des chambres séparées depuis plus de 25 ans. 25 ans d'un mariage qui était une performance pour le monde, et à huis clos, un pacte de coexistence silencieuse. La reine Sofia, la princesse qui avait traversé toute l'Europe pour devenir reine d'un pays qui, à son arrivée, n'était même pas encore officiellement un royaume, avait choisi de rester. Elle avait choisi de demeurer reine, même au prix de renoncer à son rôle d'épouse. Et ce prix, que la presse à scandale espagnole laissait entendre depuis des décennies sans jamais oser l'affirmer ouvertement, fut mis à nu dans ses enregistrements audio, avec une crudité qu'aucun ouvrage sur la monarchie n'avait jamais atteinte auparavant. Voici l'histoire de cette décision. Pourquoi Sofia l'a prise, ce qu'elle lui a coûté, et ce qui a subsisté quand tout le reste s'est effondré. Sophie Margarita Victoria Frederica naquit le 2 novembre 1938, au palais de Psychico, près d'Athènes. Fille aînée du prince Paul de Grèce et de la princesse Frédérica de Hanovre, elle était l'arrière-petite-fille, du côté maternel, de l'empereur Guillaume II d'Allemagne et membre de la maison de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, la branche danoise qui fournissait des rois à la Grèce depuis l'élection de son souverain par le Parlement hellénique en 1863. De par sa généalogie, elle était une princesse de sang royal à tous égards. Elle n'avait que 3 ans lorsque la guerre a tout emporté. En avril 1941, les troupes allemandes occupèrent la Grèce et la famille royale dut fuir. D'abord en Crète, puis en Égypte, puis en Afrique du Sud, où sa sœur cadette, Irène, naquit en 1942, et enfin à Londres, où ils passèrent le reste du conflit. Son frère, Constantin, était né en 1940, lui aussi en exil. L'enfance de Sophie fut, en somme, une succession de pays, de langues et de foyers inconnus. Sa mère, allemande de naissance, leur parlait en allemand. Sophie apprit le grec, la langue de son pays, à l'âge de 8 ans. La famille retourna en Grèce en 1946, lorsqu'un plébiscite rétablit la monarchie. Son oncle Georges II mourut en 1947, et son père monta sur le trône sous le nom de Paul Ier. Sophie grandit alors au palais de Tatoi, près d'Athènes, et reçut l'éducation typique d'une princesse européenne de l'après-guerre. Le pensionnat allemand du château de Salem pour la discipline et les langues, des études de puériculture, de musique et d'archéologie à Athènes, un emploi d'infirmière pédiatrique dans un hôpital de la capitale grecque, 2 articles universitaires coécrits avec sa sœur Irène sur les fouilles menées sur le domaine du palais familial et même sa participation, en tant que remplaçante, à l'équipe grecque de voile aux Jeux olympiques de Rome de 1960. C'était une femme cultivée et polyglotte, au goût très affirmé, archéologie, musique, enfants, sport, elle parlait couramment anglais et allemand, ainsi que français et grec, et apprit l'espagnol après s'être installée en Espagne. Bref, elle possédait toutes les qualités que l'on pouvait attendre d'une candidate exceptionnelle pour un mariage dynastique dans les années 1960. Le problème, c'est qu'un mariage dynastique ne se fonde pas sur de tels mérites. L'amour et la compatibilité n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est la lignée, la religion, la nationalité et le poids politique de l'alliance. Et dans le cas de Sophie, tous ces facteurs convergeaient. Elle devait épouser un homme capable de renforcer une monarchie grecque affaiblie par la guerre et qui lui garantirait un avenir que la couronne elle-même, constamment menacée par ses propres citoyens, ne pouvait lui assurer. Durant l'été 1954, la reine Frédérica organisa une croisière autour des îles grecques, à bord du yacht Agamemnon. L'objectif était bien connu de tous dans les cercles royaux européens. Offrir aux quelques 110 jeunes gens, issus de familles royales invitées l'occasion de faire connaissance. Il s'agissait, tout simplement, d'un salon du mariage pour les familles couronnées.
Sofia avait 15 ans. Lors de ce voyage, elle rencontra Juan Carlos de Borbón, âgé de 16 ans, ainsi que Håkon, Harald, de Norvège, l'héritier du trône norvégien. Sophie tomba amoureuse d'Harald. D'un point de vue romantique, il semblait le choix idéal. D'un âge similaire au sien, séduisant, avec qui elle pouvait communiquer en anglais, et héritier d'une monarchie scandinave, plus établie que la Grèce. Mais Harald aimait déjà une autre femme, Sonja Haraldsen, une Norvégienne sans titre, qu'il épousa finalement en 1968, après des années d'opposition de la cour. Selon certains biographes, sa proximité avec Sophie n'était qu'un prétexte pour dissimuler à sa famille ses véritables sentiments pour Sonja. Sophie connut son premier chagrin d'amour, avant même d'avoir 16 ans. Juan Carlos, de son côté, nourrissait également des sentiments, avant que les stratégies matrimoniales des deux familles ne les unissent. Il était amoureux de Marie-Gabrielle de Savoie, fille du dernier roi d'Italie, Humbert II, une femme dont la beauté, l'intelligence et le caractère correspondaient parfaitement à ce que le prince espagnol prétendait rechercher. Des années plus tard, lors d'une conversation qui circula dans les cercles monarchistes européens, Juan Carlos aurait confié à un journaliste, avec une franchise presque cruelle, qu'il aurait dû l'épouser, mais que Marie-Gabrielle n'était pas le bon choix d'un point de vue dynastique. Fille d'un roi exilé et sans trône, elle avait certes une lignée brillante, mais aucun intérêt politique pour le projet de restauration de la monarchie espagnole. Sofia, en revanche, était la fille d'un roi régnant, ce qui faisait de cette union un choix stratégique de premier ordre. Elle renforçait le prestige international des Bourbons, tissait des liens avec le réseau des maisons royales européennes, capables de soutenir la transition, et offrait à Juan Carlos une épouse qui connaissait parfaitement les rouages du pouvoir. Juan Carlos épousa Sofia sans l'aimer. Voilà la vérité sous-jacente à toute cette histoire. L'amour n'était pas au rendez-vous la veille de la demande en mariage à Athènes. En janvier 1961, Juan Carlos arriva de Rome, où il avait passé du temps avec son ancienne petite amie, Olgina de Robilan, comme elle le racontera elle-même dans son livre. Reine de cœur, il lui montra la bague qu'il offrirait à Sofia le lendemain. Selon son récit, tous deux, emportés par la passion, prirent un taxi pour une pension, où il lui montra le bijou qu'il offrirait quelques heures plus tard à la princesse grecque lors du dîner de fiançailles familial. L'amour n'était pas non plus au rendez-vous le 14 mai 1962, jour du mariage à Athènes, célébré lors d'une double cérémonie catholique et orthodoxe qui faillit ne pas avoir lieu en raison des frictions religieuses entre Rome et le patriarcat de Constantinople, et qui ne put se dérouler que grâce à la médiation personnelle du pape Jean XIII. Sofia savait que Juan Carlos ne remontait pas l'allée jusqu'à l'autel par amour. Elle savait qu'elle avait été son second choix, et peut-être même son troisième ou quatrième. Mais son éducation, celle d'une princesse européenne de l'après-guerre, l'y avait préparée précisément. À faire passer le devoir avant les sentiments, l'institution avant l'individu, la couronne avant ses propres désirs. Sa mère, Frederica, femme à la personnalité écrasante dont l'influence sur ses enfants est qualifiée d'étouffante par certains biographes, lui avait inculqué qu'être reine était un devoir, et que les devoirs s'accomplissent même à contre-cœur. L'éducation de Sophie au pensionnat du château de Salem, dans le sud de l'Allemagne, mérite une section à part entière, car elle éclaire un aspect essentiel de sa personnalité. Salem était alors, et demeure aujourd'hui, l'un des établissements d'enseignement les plus exigeants et prestigieux d'Europe, destiné aux enfants de familles royales et de la haute aristocratie. Fondé en 1920 sur le site d'un ancien monastère cistercien, son principe était que le privilège de naître dans une certaine famille imposait un niveau de discipline, de service et de maîtrise de soi inégalé. Les élèves faisaient leur lit, leur lessive, se levaient tôt, se couchaient tard, devaient exceller sur le plan scolaire et apprenaient que la grandeur personnelle n'est pas un droit, mais une responsabilité. Sofia arriva à Salem en 1952, à l'âge de 14 ans, forte d'une enfance d'exilée et de retour qui l'avait endurcie par une adaptation constante. Là-bas, elle perfectionna non seulement ses compétences linguistiques, mais aussi cette force intérieure qui, des décennies plus tard, lui permettrait de s'asseoir au premier rang lors d'événements officiels espagnols, aux côtés de l'homme qui l'avait humiliée la veille, sans que son visage ne trahisse la moindre émotion. Ce n'était pas de la froideur, c'était la même discipline que Salem lui avait inculquée à 14 ans et qui ne l'avait jamais quittée. La conversion de Sofia au catholicisme, condition sine qua non de son mariage avec l'héritier du trône d'Espagne, fut l'un des sacrifices les plus marquants de son histoire. L'Église orthodoxe grecque estimait qu'une princesse de la maison royale devait épouser un homme de sa propre foi, et le patriarcat de Constantinople refusa d'abord de reconnaître le caractère religieux de l'union.
De son côté, Rome ne reconnaissait pas la validité d'un mariage célébré également selon le rite orthodoxe. Il s'ensuivit une impasse diplomatique et religieuse qui dura des mois et ne fut résolue que grâce à la médiation de Jean Thérèse qui accepta la tenue de 2 cérémonies. Sophia se convertit au catholicisme et renonça à ses droits au trône de Grèce, un prix exorbitant à payer pour épouser un homme qui, des décennies plus tard, admettrait, sans savoir que ses propos étaient consignés, que leur mariage avait pris fin l'année de la naissance de leur plus jeune fils. Les premières années de leur mariage furent difficiles pour des raisons qui dépassaient largement le simple manque d'amour romantique. Lorsque Sofia arriva en Espagne en 1962, Juan Carlos n'était pas encore roi, et ne le serait pas avant longtemps. Il était le successeur désigné de Franco, installé au palais de la Zarzuela, sous l'œil indirect, et méfiant, du régime. Sofia était une étrangère dans un pays qui commençait à peine à s'ouvrir au monde extérieur. Une princesse orthodoxe convertie au catholicisme dans une nation où le catholicisme était religion d'État, une femme éduquée en Allemagne et en Grèce qui ne parlait pas espagnol, dans une cour franquiste où Carmen Polo, l'épouse du dictateur, considérait avec suspicion toute personne susceptible d'entraver l'accession au trône de sa petite-fille, Carmen Martínez Bordiú. Sofia apprit la langue. Elle s'imprégna des coutumes. Diplômée en philosophie et lettres de l'Université autonome de Madrid, en 1973, elle tissa un réseau d'engagement culturel et institutionnel qui allait façonner la Fondation Reine Sofia, créée en 1977 pour préserver le patrimoine musical et culturel espagnol et qui porterait son nom pendant des décennies. Elle présida le conseil d'administration du musée du Prado. Elle apprit à représenter l'Espagne avec la dignité et la discrétion qu'exigeait sa fonction. Et pendant ce temps, Juan Carlos commençait à entreprendre ce qui allait marquer les 4 décennies suivantes. Le premier cas d'infidélité que Sofia découvrit directement eut lieu en 1975 ou 1976, selon les sources, à l'encomienda de Mudela, à Ciudad Real, où le monarque organisait des parties de chasse avec des amis. La journaliste Pilar Herr, qui a consacré des décennies à documenter la vie privée de la famille royale et qui est la chroniqueuse la plus souvent citée dans ce récit, a relaté l'épisode avec un niveau de détail que seules des sources très proches des personnes impliquées pouvaient fournir. Sofia arriva à l'improviste au domaine avec ses 3 enfants. Le chauffeur s'arrêta devant le portail et klaxonna. Personne ne répondit. Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, le petit Felipe, assis à l'arrière, poussa un cri en reconnaissant le berger allemand du roi, dont Juan Carlos était inséparable. Sofia sortit de la voiture, ouvrit le portail, monta les marches et ouvrit une porte. Ce qu'elle découvrit de l'autre côté marqua le reste de sa vie conjugale. Elle rassembla ses enfants, retourna à la voiture et prit la route de l'aéroport. Elle prit un vol pour l'Inde, où sa mère, la reine Frédérique, vivait en exil avec sa fille Irène depuis le coup d'État des colonels en 1967 et le référendum de 1974 qui mit définitivement fin à la monarchie grecque. Là-bas, elle raconta à sa mère ce dont elle avait été témoin. Frédérique l'écouta et répondit avec la froideur de celle qui avait elle aussi connu l'exil et savait parfaitement ce qu'il en coûtait de perdre son trône. Elle lui demanda si elle voulait vraiment finir comme elle, bannie et sans le sou, et lui conseilla de rentrer en Espagne. L'Espagne traversait alors l'une des périodes les plus délicates de son histoire récente. 1976, l'année suivant la mort de Franco, la première année de la transition, le moment où Juan Carlos bâtissait la démocratie espagnole avec une rapidité et une habileté politique que l'histoire qualifierait plus tard d'exceptionnelle. Apprenant que la reine s'était envolée pour l'Inde, le ministre des Affaires étrangères, José María de Arelza, et le Premier ministre, Carlos Arias Navarro, constituèrent ce que les chroniqueurs ont décrit comme un véritable cabinet de crise. Ils ne pouvaient se permettre que la famille royale se fracture au moment le plus fragile de la transition. Ils négocièrent le retour de Sofia avec la reine Frederica, et Sofia revint. Mais, elle n'était plus la même qu'à son départ. Pilar Herr a raconté la nuit de leur retour avec un détail devenu l'un des moments les plus mémorables de toute l'histoire. Alors que Juan Carlos s'apprêtait à se coucher dans la Villa del Vendrell où il séjournait près de Barcelone, un valet l'arrêta dans le couloir pour lui indiquer, avec toute la courtoisie protocolaire requise, que sa chambre se trouvait de l'autre côté. Juan Carlos regarda Sofia, qui se dirigeait silencieusement vers ce qui avait été leur chambre conjugale, et le valet confirma que c'était bien le souhait de la dame. Juan Carlos haussa les épaules et rejoignit sa nouvelle chambre. Dès lors, ils ne partagèrent plus jamais la même chambre. S'ensuivit la chronique de 4 décennies d'aventures extraconjugales, oscillant entre discrétion et scandale retentissant.
d'humiliations qui s'étendirent de la sphère privée à la sphère publique, et du silence de la reine Sofia, qui, selon les points de vue et le contexte, fut perçu comme héroïque ou insoutenable. Juan Carlos avait eu des maîtresses que la presse mit des années à identifier, des maîtresses devenues de véritables secrets d'État. Le rôle joué par la reine Sofia durant la transition, entre 1975 et 1982, est l'un des chapitres les plus méconnus de sa biographie. Lorsque Juan Carlos fut proclamé roi le 22 novembre 1975, 2 jours après la mort de Franco, il hérita d'un pays sans démocratie, où les partis politiques étaient interdits, les syndicats proscrits et la classe politique privée de tout pouvoir réel depuis 40 ans. Il s'agissait alors de démanteler le franquisme à la source et de construire un système démocratique sans que le processus ne sombre dans la violence qui avait déjà sévi en Espagne durant la guerre civile. Durant cette période, Sofia était bien plus qu'une figure de proue. Elle recevait les chefs de l'opposition alors que le protocole officiel leur interdisait encore l'accès au roi. Elle cultivait des relations personnelles avec des représentants de diverses forces politiques, relations qui se révéleraient précieuses lors des périodes de forte tension. Elle représentait la couronne aux funérailles et aux visites aux victimes du terrorisme de l'ETA, qui, à cette époque, fauchait la vie de soldats et de policiers, avec une fréquence mettant à rude épreuve la solidité du projet démocratique. Lors de la tentative de coup d'État du 23 février 1981, lorsque le lieutenant-colonel Antonio Terrero prit d'assaut le bâtiment du Congrès, armée, Sofia resta au palais de la Zarzuela avec ses enfants, tandis que Juan Carlos passait les coups de téléphone qui allaient s'avérer décisifs pour faire échouer la tentative. Personne ne lui demanda ce soir-là si elle avait peur. Elle était reine. Les reines ne laissent pas transparaître leur peur en public. La Fondation Reine Sofia, créée en 1977, est devenue l'une des institutions culturelles les plus importantes d'Espagne. Le musée Reina Sofia, inauguré en son honneur en 1992, abrite Guernica. L'œuvre de Picasso témoigne de façon éclatante de son influence sur la vie culturelle du pays. Elle reçut un doctorat honoris causa de l'Université d'Oxford pour sa contribution au développement des arts en Espagne et à la promotion des études hispaniques au sein de cette université. Elle présida le conseil d'administration du Musée du Prado, soutint des programmes de microcrédit pour les femmes en situation de vulnérabilité et dirigea des organisations luttant contre la toxicomanie et venant en aide aux personnes handicapées. Elle était la membre la plus dévouée de toute la famille royale, celle qui assistait au plus grand nombre d'événements, celle qui consacrait le plus de temps aux obligations que son rôle exigeait. Et pourtant, elle était cette femme que son mari, dans des conversations enregistrées avec sa maîtresse dans les années 1990, décrivait avec l'équanimité de celui qui a cessé de voir en elle une personne et ne l'aperçoit plus que comme une fonction parfaitement remplie. Le contraste entre l'ampleur de l'œuvre de Sofia et la froideur avec laquelle Juan Carlos l'appréciait en privé est peut-être l'élément le plus révélateur de leur mariage. Barbara Rey, actrice et danseuse de revue née à Totana, dans la province de Murcie, en 1950, entama une relation avec Juan Carlos à la fin des années 1970, durant la période la plus complexe et la plus brillante de son règne, les années de construction de la démocratie espagnole. Cette relation dura des années. Barbara enregistrait des conversations téléphoniques avec le roi et prenait des photos compromettantes, des éléments que le CESID, alors service de renseignement, considérait comme une bombe à retardement susceptible de détruire l'image de l'institution. La réaction fut celle que les institutions adoptent souvent lorsqu'elles ne parviennent pas à éliminer un problème, la corrompre. Avec des fonds publics secrets, le CESID versa à Barbara Rey, selon des récits qui circulèrent des décennies plus tard, 50 millions de pesetas livrés dans un sac de sport, ainsi qu'une allocation mensuelle pendant des années et un contrat avec Canal 9, la chaîne de télévision régionale valencienne, lui versant 500 000 pesetas par émission. En 2024, des photographies vendues par Angel Cristo Jr., le fils de Barbara Rey, à un magazine néerlandais parvinrent en Espagne, déclenchant un scandale. Elles montraient le roi et l'actrice dans une pose manifestement intime en 1994. Puis vinrent les enregistrements audio. Dans l'un d'eux, Juan Carlos commentait, avec l'aisance de quelqu'un qui parlait en toute confiance depuis des années, que sa vie de couple s'était pratiquement terminée avec la naissance de Felipe. Dans un autre, il décrivait son épouse par une phrase qui circula pendant des semaines sur toutes les chaînes de télévision et les réseaux sociaux du pays, qu'en tant que reine, elle avait parfaitement rempli ses devoirs, qu'elle était aussi très patiente, qu'elle ne l'avait pas trompé.
C'était le résumé le plus brutal qui soit du rôle qu'avait joué la reine Sofia pendant des décennies. Non pas une épouse, mais une partenaire institutionnelle, dont le roi reconnaissait la compétence professionnelle, précisément parce qu'il avait cessé de la considérer comme une personne à part entière. Marta Gaya, une femme d'affaires majorquine, a entretenu une relation avec Juan Carlos tout au long des années 1980 et 1990, une liaison qui, dans les cercles de la haute société espagnole de l'époque, était un secret de polichinelle. L'un des épisodes relatés par Pilar Eyre comme preuve de l'impunité dont jouissait le roi s'est déroulé à Palma de Majorque. Lors d'un dîner en présence de la reine Sofia, Juan Carlos s'est levé de table pour saluer les parents de Marta Gaya, assis à l'autre bout de la salle. Ce camouflet, si direct et délibéré, ne pouvait passer inaperçu. Sofia, habituée depuis des décennies à garder son sang-froid dans des situations qui auraient déstabilisé n'importe qui d'autre, n'a laissé transparaître aucune réaction. Corina Larsen, une femme d'affaires danoise qui a adopté le nom de famille de son second mari, l'aristocrate allemand Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, dont elle a divorcé en 2005, a rencontré Juan Carlos, vers 2004, dans les cercles mondains gravitant autour des familles royales européennes et lors d'événements d'affaires internationaux. Leur relation était, de la vie générale, la plus intense de toutes les relations extra-conjugales de Juan Carlos. Corina l'a décrite, dans son podcast et lors d'interviews avec la BBC et d'autres médias, comme une relation forte et profonde, au cours de laquelle Juan Carlos lui-même lui a proposé le mariage, proposition qu'elle a refusée par crainte de déstabiliser la monarchie. En avril 2012, Juan Carlos se rendit au Botswana pour une chasse à l'éléphant organisée par Eyad Kayali, un homme d'affaires syrien et ami du roi. Corina était présente avec son fils Alexander, qui allait avoir 10 ans, et à qui Juan Carlos avait promis ce safari pour son anniversaire. Aux premières heures du 14 avril, probablement après une soirée bien arrosée avec ses compagnons, Juan Carlos sortit en titubant de sa tente pour aller aux toilettes et trébucha sur une racine ou une pierre. La chute fut si violente que, selon Corina, les services de sécurité durent intervenir rapidement. Il souffrait d'une fracture de la hanche et d'une hémorragie interne. Il fut évacué vers Madrid, où il fut opéré. À sa sortie de l'hôpital, entouré de médecins et de conseillers en communication qui l'exhortaient à présenter ses excuses, il prononça des mots qui sont restés gravés dans la mémoire collective espagnole, comme l'un des moments marquants de l'histoire récente. Il était profondément désolé, il avait commis une erreur, et cela ne se reproduirait plus. C'était la première fois de son règne qu'il présentait des excuses publiques, pour avoir participé à un safari de chasse à l'éléphant avec sa maîtresse, alors que l'Espagne traversait sa pire crise économique depuis l'après-guerre, avec un chômage dépassant les 25% et des millions de familles perdant leur logement et leur emploi. Le contraste était si saisissant que la popularité du roi, jusque-là le principal atout institutionnel de la monarchie, s'effondra en quelques jours, et elle ne s'en remit jamais complètement. 2 ans plus tard, le 2 juillet 2014, Juan Carlos abdiqua en faveur de son fils, Felipe VI. L'abdication n'était pas uniquement une conséquence du scandale du Botswana, même si celui-ci en fut l'élément déclencheur le plus visible. Elle était aussi l'aboutissement d'années de scandales financiers. Des enquêtes en Suisse et en Espagne sur des comptes opaques, des commissions de plusieurs millions d'euros liées à des contrats internationaux, et en particulier, les 65 millions d'euros que le roi a transférés à Corina Larsen, un geste que certains ont qualifié de cadeau d'amour et que le parquet anticorruption a examiné pendant des années. En août 2020, Juan Carlos a informé son fils, Felipe VI, qu'il quittait l'Espagne pour s'installer à Abu Dhabi. Les enquêtes fiscales en Espagne ont été abandonnées après qu'il a régularisé les sommes non déclarées. Il a continué à se rendre à Sangsenso, en Galice, pour participer aux régates, sa passion, suscitant à chaque fois la polémique. La reine Sofia est restée en Espagne. Elle a séjourné auprès de son fils, le roi Felipe VI, et de sa belle-fille, la reine Letizia, malgré des tensions notoires au sein de leur relation. Elle a également passé du temps avec ses petits-enfants et a continué d'assumer ses fonctions officielles. Pour ceux qui la connaissaient, elle demeurait la figure la plus respectée et la plus aimée de toute la famille royale, celle qui incarnait la présence publique indispensable à l'institution, quelles que soient les tempêtes qui l'entouraient. Lorsque le scandale des enregistrements de Barbara Rae a éclaté à l'automne 2024, la reine Sofia a présidé une réunion de l'unité militaire d'urgence, le jour même de la publication des enregistrements les plus compromettants concernant sa vie conjugale.
La ministre de la Défense, Margarita Robles, s'est adressée à elle en des termes que tout le pays a interprétés comme une reconnaissance collective de tout ce qu'elle avait enduré. Elle lui a exprimé son soutien, sa fierté pour elle, pour son fils le roi, et pour la princesse des Asturies. Elle n'a pas mentionné le roi émérite. Ce n'était pas nécessaire. Un autre scandale a touché Sofia plus directement en tant que mère, indépendamment de son rôle d'épouse. En 2013, le duc de Palma, Iñaki Urdangarin, époux de l'infante Cristina, a fait l'objet d'une enquête du parquet anticorruption dans le cadre de l'affaire dite Noos, qui a révélé qu'il avait détourné des fonds publics, via une fondation sportive, vers des comptes privés. La procédure s'est éternisée. L'infante Cristina a d'abord été inculpée, avant d'être finalement acquittée. Urdangarin a été condamnée à 5 ans et 10 mois de prison et incarcérée en juin 2018. Le titre de duchesse de Palma de Cristina a été révoqué par son propre frère, le roi Felipe VI. Sofia s'est rendue au procès aux Baléares pour soutenir sa fille. Ce geste maternel, d'une telle évidence qu'il se passait de déclarations publiques, en disait long. La presse espagnole l'a photographiée entrant au tribunal. L'image montrait une septuagénaire qui avait décidé que ses enfants méritaient sa présence à leur côté, quoi qu'il arrive. La relation entre la reine Sofia et sa belle-fille, la reine Letizia, a été décrite par les chroniqueurs royaux comme complexe dès le départ, marquée par des tensions palpables. Letizia représente précisément le type de femme auquel l'éducation de Sofia ne l'avait pas préparée. Divorcée, journaliste de profession, d'origine non aristocratique, avec une vision bien à elle de l'image que la famille royale devait projeter et une volonté de l'exprimer. Les deux modèles de reine qu'elles incarnent sont, à presque tous égards, opposés. L'une, empreinte de silence et de capacité à encaisser la douleur, l'autre, d'expression et de visibilité. Il ne s'agit pas d'une histoire de rancœur entre elles, mais plutôt d'une incompatibilité entre deux conceptions différentes d'un même rôle. L'épisode le plus commenté de ces tensions s'est déroulé à Palma de Majorque en 2018, lors de la messe de Pâques, lorsque des caméras ont filmé Letizia, empêchant Sofia de se faire photographier avec ses petits-enfants. Les images sont devenues virales. Sofia a gardé son sang-froid, sans dire un mot ni faire de déclaration. Une fois de plus, elle a adopté la même attitude, encaisser et se taire. Car c'est ce qu'une reine sait faire lorsque l'alternative est un scandale susceptible d'ébranler l'institution qu'elle a si ardemment servie. Ce que les enregistrements de Barbara Rey ont confirmé en 2024, l'Espagne le soupçonnait depuis des décennies, mais elle avait besoin d'une preuve irréfutable, de la voix même de Juan Carlos, pour en être absolument certaine. Il ne s'agissait pas seulement d'un mariage malheureux. Juan Carlos avait décidé, bien plus tôt que ne le laissait entendre la version officielle, que le mariage n'était qu'une simple formalité institutionnelle, et il avait pris cette décision unilatéralement, sans consulter la seule personne directement et irrémédiablement concernée. Sofia a appris cette décision le jour de son arrivée au domaine de Ciudad Real et de sa découverte. Dès lors, son seul véritable choix était de partir, ce qui aurait signifié perdre tout ce qu'elle avait sacrifié pour construire, ou de rester selon les conditions fixées par Juan Carlos, une coexistence pacifique entre deux personnes qui ne se devaient plus rien personnellement, mais beaucoup sur le plan institutionnel. L'histoire de la reine Sofia est celle d'une femme qui a choisi l'institution plutôt que l'individu, le devoir plutôt que le désir, la permanence plutôt que l'authenticité. On peut y voir un récit de sacrifice ou celui de complicité avec un système qui punit les femmes qui restent. C'est probablement les deux à la fois, comme c'est souvent le cas pour les histoires vraies lorsqu'on les examine de près, au-delà des simplifications imposées par les gros titres. Ce qui est indéniable, c'est le prix de ces décisions. Le prix de rester tout en étant exclu des réceptions. Le prix de voir son mari se lever pour saluer la famille de sa maîtresse en sa présence. Le prix d'entendre, 30 ans plus tard, dans un enregistrement audio des années 1990, que son propre mari disait à sa maîtresse qu'elle lui convenait, qu'elle avait bien résisté, qu'elle avait été une reine formidable, le prix de voir la description la plus sincère que l'homme avec qui elle a été mariée pendant des décennies, lui est jamais faite réduite à ceci. Qu'elle est utile et ne cause pas de problème. Sofia a 86 ans. Elle continue d'assumer ses fonctions officielles, participe aux événements institutionnels et demeure, pour de nombreux Espagnols, toutes tendances politiques confondues, la figure la plus digne de toute la famille royale. Elle n'a ni écrit de mémoire, ni accordé d'interview sur son mariage, ni imploré la pitié de quiconque.
Elle a fait ce qu'elle a toujours fait, assumer ses responsabilités avec l'élégance que lui a inculquée son éducation et laisser le temps, ainsi que les enregistrements audio divulgués et les histoires qui refont surface quand plus personne ne peut les faire taire, lui rendre justice, comme seules les institutions savent le faire, tardivement, imparfaitement, et le mal étant déjà fait. La princesse qui a traversé l'Europe pour devenir reine d'un pays qui n'avait pas encore de reine à son arrivée, mérite mieux que ce résumé, mais c'est celui que l'histoire lui a offert. Et la reine Sophia, qui connaît mieux que quiconque les limites de ce que l'histoire peut offrir à ceux qui n'ont pas le pouvoir de l'écrire, semble l'avoir accepté depuis longtemps. Le scandale des fonds opaques de Juan Carlos à l'étranger, qui a commencé à se dévoiler au grand jour en 2020 lorsqu'il a annoncé son installation à Abu Dhabi, a eu pour Sophia une dimension bien plus profonde que le simple aspect financier. Pendant des décennies, la famille royale espagnole a cultivé une image d'austérité relative, contrastant fortement avec l'ostentation des autres monarchies européennes, une image construite en grande partie grâce au dévouement de Sophia, au service du peuple et à son refus du luxe superflu. Lorsque les comptes bancaires suisses, les commissions en Arabie Saoudite et les 65 millions d'euros versés à Corina ont été révélés, toute cette image a été rétroactivement compromise. Sophia n'a pas seulement été humiliée en tant qu'épouse. Son propre héritage de reine a également été mis en péril, faisant d'elle une participante malgré elle à une histoire dont elle ignorait peut-être tout, ou qu'elle a peut-être choisi d'ignorer, une distinction que l'histoire ne tranchera jamais vraiment. Ce que Sophia savait réellement des affaires de Juan Carlos est une question à laquelle biographes et journalistes spécialistes de la famille royale tentent de répondre depuis des années, sans parvenir à une conclusion définitive. La réponse la plus honnête est probablement qu'elle savait ce que toute personne perspicace, ayant vécu des décennies avec quelqu'un, finit inévitablement par savoir. Que des choses se produisent, que l'argent circule par des voies peu transparentes, que des engagements sont pris en marge de voyages officiels avec des hommes d'affaires et des chefs d'État, sans jamais être consignés officiellement. Il ne s'agit pas nécessairement de connaître les détails, c'est ce genre de connaissance indirecte qui découle d'une relation de longue durée avec une personne qui garde des secrets. Ce que Sophia décida de faire de ses connaissances était cohérent avec ce qu'elle avait fait de tout ce qu'elle savait depuis 1976, ne pas trop s'immiscer, préserver sa sphère privée et compter sur la séparation des sphères, cette même structure qui avait soutenu son mariage depuis qu'ils avaient cessé de vivre sous le même toit, pour la protéger également sur le plan institutionnel. C'était un pari risqué, et lorsque les scandales de 2020 éclatèrent, il devint évident qu'elle n'avait pas totalement gagné. L'abdication de Juan Carlos en 2014 fut paradoxalement le moment où la reine Sofia retrouva une visibilité institutionnelle qui s'était amoindrie durant les dernières années du règne de son époux. Felipe VI, son successeur, géra l'institution d'une manière très différente, avec plus de transparence, une plus grande obligation de rendre des comptes et une conscience accrue que la légitimité de la monarchie parlementaire espagnole reposait sur une conduite publique irréprochable. La reine Sofia, qui pendant des décennies avait été la moitié irréprochable d'un mariage où l'autre moitié avait été tout sauf discrète, s'intégra parfaitement dans ce nouveau contexte. Elle continua d'assumer ses fonctions habituelles, événements officiels, visites de fondation, participation aux engagements de la famille royale, et, libérée du tumulte provoqué par l'ancien roi, sa présence gagna en visibilité et en valeur. Il existe une anecdote concernant Sofia, que la journaliste Pilar Herr a souvent rapportée, et qui résume parfaitement ce qui caractérise cette femme. Lorsque la journaliste française Françoise Lao lui a demandé, lors d'une interview, comment elle souhaitait que l'histoire se souvienne d'elle, Sofia a répondu qu'aspirer à « entrer dans l'histoire » lui semblait trop prétentieux. Il lui suffisait que ceux qui l'ont connue puissent dire qu'elle avait rempli ses devoirs et qu'elle avait été utile aux autres. Rien de plus. C'était la réponse de quelqu'un qui avait appris à réduire ses attentes à la seule chose qui était véritablement en son pouvoir. Elle ne demandait ni amour, ni reconnaissance, ni que l'on se souvienne de ses sacrifices. Seulement que ceux qui l'ont connue puissent dire qu'elle avait bien fait ce qu'elle devait faire. Une exigence modeste pour une femme qui a accompli des choses extraordinaires, et aussi la seule marge de manœuvre que son premier mariage lui laissait pour aspirer à quelque chose. L'Espagne a radicalement changé depuis 1962, date à laquelle une princesse grecque a débarqué dans un pays où les femmes devaient obtenir l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte bancaire et où l'institution qu'elles étaient censées servir n'était encore qu'une promesse non tenue.
Les Espagnols de 2024 qui ont entendu la voix de Juan Carlos au téléphone décrire sa femme avec la froideur d'un patron évaluant un employé performant vivent dans une démocratie bien établie où les droits de tous les citoyens sont reconnus sans distinction de sexe et où la sensibilité à l'humiliation des femmes était une réalité qui, il y a 60 ans, était totalement absente des lois et des normes sociales. Cela ne change rien à ce qui s'est passé. Cela ne rend pas à Sofia les années passées dans des chambres séparées, tandis que Juan Carlos jouissait d'une liberté qui lui était refusée depuis l'instant où sa mère l'avait convaincu de rentrer d'Inde. Cela n'efface ni le regard qu'ils ont échangé dans cette propriété de Ciudad Real, ni le moment où le majordome a expliqué à Juan Carlos que sa chambre se trouvait à l'autre bout. Ce qui change, c'est qu'il existe désormais un moyen de nommer ce que Sofia a vécu, et ce nom peut être prononcé publiquement sans que personne ne le rejette comme une exagération ou ne le réduise aux inévitables tensions de tout long mariage. Car il n'en était rien, c'était le résultat concret d'un système qui décidait qu'une certaine femme pouvait remplir un rôle institutionnel et que le prix qu'elle payait pour cela importait peu à ceux qui bénéficiaient de ce service. Sofia a 86 ans et demeure une reine, non pas du trône, qui appartient à son fils depuis 2014, mais au sens qui lui a toujours semblé le plus important, celui d'une femme qui remplit ses devoirs et se met au service des autres. L'histoire lui doit précisément ce qu'elle souhaitait, que ceux qui l'ont connue puissent témoigner en toute honnêteté. Et à en juger par la manière dont le ministre de la Défense l'a traité lors de cet événement d'octobre 2014, alors que les enregistrements audio des années 1990 circulaient sur tous les écrans de télévision espagnols, tout porte à croire qu'ils peuvent effectivement parler. L'histoire des maîtresses de Juan Carlos Ier dépasse largement le simple énumération de noms. Elle révèle un comportement persistant pendant 4 décennies, rendu possible uniquement par l'existence d'un système institutionnel entier dédié à sa protection. Le CESID, service de renseignement espagnol, a mobilisé des ressources de l'État pour acheter le silence de Barbara Rey. Le personnel de la Maison Royale gérait la logistique des rencontres du roi avec ses maîtresses, avec la même efficacité que celle des voyages officiels. Les journalistes espagnols, parfaitement au courant de la situation, ont choisi pendant des décennies de ne rien publier, en partie sous la pression du système lui-même, et en partie en raison d'un accord tacite concernant la vie privée de la famille royale, que la presse espagnole respectait bien plus strictement que ses homologues des autres pays européens. La comparaison avec d'autres monarchies est à la fois inévitable et révélatrice. Au Royaume-Uni, la presse publiait des articles sur les infidélités du prince Charles et d'autres membres de la famille royale depuis des décennies avant que cette culture du secret ne s'installe en Espagne. Aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves, l'examen minutieux des finances et de la vie privée de leur famille royale était tout aussi intense. En Espagne, les tabloïds laissaient entendre les infidélités, tandis que les médias traditionnels fermaient les yeux. De ce fait, Juan Carlos a pu maintenir ce comportement bien plus longtemps que cela n'aurait été possible dans aucun autre pays européen comparable. Ce système de protection a eu pour Sofia des conséquences qui dépassaient largement le cadre personnel. Elle ne pouvait chercher de soutien en dehors du cercle familial restreint, elle ne pouvait pas témoigner publiquement de son expérience car cela aurait nui à l'institution. Elle ne pouvait pas partir car la rupture aurait compromis, d'abord, le projet politique de la transition, puis l'image de la démocratie espagnole. Elle ne pouvait pas exiger que l'État cesse de financer le silence des maîtresses de son mari, car cela l'aurait obligée à admettre publiquement qu'elle savait que ce silence était acheté. Elle était prise au piège d'un réseau de silence imbriqué, tissé dans une structure impossible à démanteler sans la détruire complètement. La diffusion des enregistrements audio en 2024 fut, en ce sens, une libération accidentelle. Personne ne l'avait planifiée pour protéger Sofia. C'est le propre fils de Barbara Rey qui vendit les photographies à un magazine néerlandais, probablement par appât du gain, et sans trop se soucier des conséquences pour autrui. Mais le résultat, involontaire et tardif, fut que le pays put entendre, de la bouche même de Juan Carlos, la vérité sur son mariage. Ce n'était plus l'interprétation d'un journaliste, ni le récit d'une source anonyme, c'était Juan Carlos lui-même qui racontait, dans l'intimité d'une conversation qu'il croyait privée, ce qui s'était réellement passé. Cette vérité, révélée par hasard, parvint à Sofia à 86 ans, des décennies après les événements qu'elle décrivait. C'était tardif, insuffisant pour réparer tout ce qu'elle avait enduré, mais c'était la vérité. Et il y a quelque chose d'important dans le fait que la vérité sur la vie de la reine Sofia ait fini par être révélée au public, même si c'était d'une manière si inattendue et imparfaite, dans le contexte plus large des femmes qui ont servi des institutions qui ne leur ont jamais rendu ce qu'elles méritaient.
Le mariage de Juan Carlos et Sofía à Athènes, en mai 1962, fut l'un des événements les plus photographiés de l'année par la presse internationale. Une princesse grecque de 23 ans et un prince espagnol de 24 ans, souriant au seuil de ce que le monde qualifia de mariage de conte de fées. Les photographies montraient exactement ce que les mariages royaux montrent habituellement. La splendeur de la cérémonie, les robes brodées, le protocole impeccable, l'avenir radieux que l'on entrevoyait pour ces deux jeunes gens unis par la bénédiction de l'Église et de leur famille. Ils n'ont pas montré ce qui s'était passé la veille à Rome, lorsque Juan Carlos avait fait ses adieux à Olgina de Robilan, la bague de fiançailles de Sofía encore dans sa poche. Ils n'ont pas montré ce que Sofía pensait lorsque, cette même année, Harald de Norvège épousait la femme qu'il aimait vraiment. Ils n'ont pas montré la conversation que Sofía eut avec sa mère en Inde 14 ans plus tard, lorsque Frederica lui expliqua que l'alternative au mariage était l'exil. Et ils n'ont pas pu montrer, car personne ne le savait encore en 1962, que ce mariage durerait officiellement toute leur vie, mais qu'il prendrait véritablement fin 6 ans plus tard, en 1968, l'année de la naissance de Felipe. L'institution du mariage a profondément évolué en Espagne depuis 1962. Aujourd'hui, les femmes ont le droit légal de divorcer d'un mari infidèle sans rien perdre d'autre que le lien conjugal lui-même. La loi protège les biens matrimoniaux, les enfants et la pension alimentaire. Il n'est plus nécessaire de faire ses valises en secret et de s'envoler pour l'Inde afin de consulter sa mère. Il n'est plus nécessaire qu'un ministre des Affaires étrangères convoque un cabinet de crise pour qu'une épouse abandonnée puisse retourner au palais. Il n'est plus nécessaire de rester par crainte de perdre le trône d'un pays qui n'est même pas le sien. Sofía a vécu à une époque où ses droits n'existaient pas, et elle l'a fait avec le seul outil dont elle disposait, la dignité de celle qui sait qu'elle ne peut changer son destin, mais qu'elle peut choisir comment le supporter. Cet outil s'est avéré, au fil du temps, le seul à avoir résisté intact. Les titres changent, les règnes s'achèvent, des scandales refont surface des décennies plus tard à la télévision. Mais l'image d'une femme qui, pendant 50 ans, a assumé ses responsabilités sans se plaindre publiquement, ni implorer la pitié de quiconque, est une image que l'histoire ne pourra pas effacer facilement, pas même avec la fuite des enregistrements audio. Certaines femmes entrent dans l'histoire pour leurs propres accomplissements. D'autres, comme victimes des hommes qui les entouraient. Sofía a toujours insisté sur le fait qu'elle ne souhaitait pas marquer l'histoire de façon prétentieuse. Elle voulait simplement que ceux qui l'ont connue disent qu'elle a accompli son devoir. Cette modestie peut s'interpréter comme la résignation de quelqu'un qui a intériorisé les limites que lui imposait le système. Elle peut aussi s'interpréter comme la sagesse de quelqu'un qui a compris, avant tout le monde, que les institutions survivent aux individus et que la véritable empreinte ne réside pas dans la gloire individuelle, mais dans un engagement constant au service des autres. Les deux interprétations sont possibles. Toutes deux recèlent une part de vérité. Ce qui n'est plus possible, c'est de continuer à raconter l'histoire de la monarchie espagnole du XXe siècle sans placer Sofía au centre. Non pas comme épouse, non pas comme victime, non pas comme personnage secondaire dans le drame de son mari, mais comme protagoniste de sa propre histoire, qui a commencé en exil pendant la Seconde Guerre mondiale, est passé par le pensionnat allemand, par le renoncement à la foi de ses parents et par un mariage avec un homme qui ne l'aimait pas, et qui a duré 60 ans d'un travail institutionnel silencieux qui a construit autant, voire plus, que le travail visible du roi lui-même. L'histoire de Rosario Palacios est l'un des derniers chapitres des scandales entourant Juan Carlos, et un chapitre que la reine Sofía a dû affronter dans sa vieillesse, libérée du fardeau de son rôle de reine active. En mai 2023, le livre King Corpin, livre des journalistes José María Olmo et David Fernandez, publié par Libros del Cao, a révélé que Juan Carlos Ier avait eu une 4e fille avec l'aristocrate espagnol Rosario Palacios. Cette histoire, que l'appareil de protection institutionnelle avait réussi à dissimuler pendant des décennies, constituait également la preuve la plus convaincante que la liste des maîtresses connues de Juan Carlos, malgré tous les noms publiés par la presse au fil des ans, était loin d'être exhaustive. Lorsque le journaliste Jaime Peñafiel, ou selon d'autres sources, Joaquín Abad, publia l'estimation selon laquelle Juan Carlos aurait eu plus de 5000 liaisons extraconjugales au cours de sa vie, ce chiffre circula dans les médias, suscitant ce mélange d'incrédulité et de fascination morbide que de tels chiffres exorbitants peuvent engendrer. 5000, c'est un chiffre qui défie toute crédibilité en tant que description réaliste de la vie d'un être humain. Mais le simple fait que cette estimation ait circulé et été reprise en dit long sur la perception publique de Juan Carlos, le rejet collectif du comportement du roi émérite, était si profond que n'importe quel chiffre, aussi extrême soit-il, paraissait plausible à une partie de la population.
Ce qui est certain, vérifiable et documenté, c'est que Juan Carlos a entretenu des relations parallèles pendant la quasi-totalité de son mariage. Que ces relations étaient connues des cercles du pouvoir espagnol bien avant que la presse ne les révèle. Que l'État a financé leur dissimulation et que ce système de dissimulation a engendré une crise institutionnelle qui a finalement contraint le roi à abdiquer. Tel est le résumé des faits. Les conséquences personnelles pour Sofia constituent la toile de fond humaine de ce résumé, et c'est précisément cette toile de fond que ce récit s'est efforcé de mettre en lumière. Il reste une dernière question que cette histoire soulève, une question qui mérite d'être posée, même si elle n'a pas de réponse définitive. Sofia était-elle heureuse ? Non pas au sens de savoir si elle a connu des moments de bonheur, ce qui est indéniable, avec ses enfants, ses petits-enfants, lors de voyages culturels, à des concerts, à des événements auxquels elle assistait avec la conviction de quelqu'un qui croit en ce qu'elle fait, mais au sens plus profond, la vie qu'elle a choisie, ou celle qui lui a été imposée, était-elle celle qu'elle aurait choisie, si toutes les options s'étaient offertes à elle ? Sofia ne l'a jamais dit, et c'est peut-être la réponse la plus honnête qu'elle ait donnée de toute sa vie publique. Les retours réguliers de Juan Carlos en Espagne, malgré sa résidence à Abu Dhabi, alimentent la polémique depuis son départ en 2020. Il revient notamment pour les régates de San Censo, en Galice, où il entretient des amitiés de longue date et où la population locale l'accueille avec la chaleur humaine propre aux vieilles connaissances, indépendamment des scandales. Le gouvernement de Pedro Sánchez gère ses retours avec une gêne manifeste. Il ne peut les empêcher juridiquement, Juan Carlos conservant la pleine citoyenneté espagnole, mais il ne peut pas non plus les instrumentaliser politiquement sans s'attirer les foudres d'une partie de l'opinion publique qui estime que l'ancien roi aurait dû s'expliquer plus clairement avant son retour. Sofia n'a fait aucun commentaire sur ses retours. Elle n'a parlé ni de son départ, ni d'Abu Dhabi, ni des enregistrements audio, ni du livre sur Rosario Palacios. Son silence sur tout ce qui concerne Juan Carlos est si constant et si profond qu'il ne ressemble plus à une stratégie de communication, mais plutôt à ce qu'il a probablement toujours été, le reflet de quelqu'un qui a appris depuis longtemps que certains mots, une fois prononcés, sont irrévocables, et qui a choisi de ne pas les prononcer. Cette retenue, cette capacité à garder le silence sur ce que tous attendent d'elle, est peut-être la chose la plus difficile qu'on puisse exiger de quelqu'un qui a de véritables raisons de parler. Sofia a ses raisons, elle les a depuis des décennies, et elle a systématiquement choisi de ne pas exercer le droit que ces raisons lui conféreraient en toute autre circonstance. C'est son sacrifice ultime, le plus continu, le plus silencieux. Et c'est aussi la raison pour laquelle son histoire continuera d'être racontée longtemps après que tous les scandales qui l'entourent se soient estompés des mémoires. Car l'image de quelqu'un qui a conservé sa dignité pendant 86 ans possède une force indéniable qu'aucun enregistrement audio, aucun livre, aucune photographie publiée dans un magazine étranger ne saurait anéantir. Et c'est là, dans un monde si prompt à transformer la vie privée des familles royales en spectacle, peut-être l'aspect le plus extraordinaire de toute cette histoire. L'affaire Knoss, déjà évoquée à propos de la princesse Cristina, a eu un impact particulier sur l'image de la reine Sofia, qui mérite d'être analysée en détail. Durant la procédure judiciaire, qui a fait la une des journaux espagnols pendant des années, Sofia a décidé d'accompagner sa fille au tribunal. Il s'agissait d'une décision politique, au sens le plus fondamental du terme, choisir qui soutenir, même si ce soutien a un coût manifeste. Le roi Felipe VI n'a pas assisté au procès. La famille royale, en tant qu'institution, s'est désolidarisée de la procédure. Sofia a pris ses distances avec l'institution et est restée aux côtés de sa fille. Ce geste a été critiqué par ceux qui estimaient que Sofia légitimait la position de Cristina et applaudi par ceux qui y ont vu précisément le message que Sofia voulait transmettre, celui d'une mère qui n'abandonne pas sa fille dans les moments les plus difficiles, quelles que soient les exigences du protocole. C'est la même logique qui l'avait conduite en Inde en 1976, l'idée qu'il existe un seuil de souffrance personnelle, au-delà duquel même les reines doivent être traitées avant tout comme des êtres humains. La différence, c'est qu'en 1976, elle avait elle-même atteint cette limite, liée à sa propre douleur, et sa mère l'avait renvoyée. Cette fois-ci, la limite était atteinte en lien avec la souffrance de sa fille, et personne ne l'a renvoyée. Elle est restée. C'était l'une des rares fois depuis longtemps où la reine Sofia a privilégié le personnel à l'institutionnel, et le pays l'a applaudi pour cela. La mort de sa sœur, la princesse Irène de Grèce, en janvier 2025, fut la perte la plus récente et la plus douloureuse pour Sofia.
Irène n'était pas seulement sa sœur cadette, mais aussi sa meilleure amie et confidente, celle avec qui elle avait partagé son enfance en exil, les jeux archéologiques dans les jardins du palais familial et les articles qu'elles rédigeaient ensemble sur les fouilles de Tatoï. Avec Irène, elle pouvait parler allemand, la langue de sa mère, qu'elles avaient toutes deux apprise avant le grec. Avec Irène, elle pouvait parfois se sentir moins que la reine d'Espagne. Perdre cette personne à la toute fin de sa vie, c'était perdre le dernier miroir dans lequel elle pouvait se reconnaître, celle qu'elle était, avant de devenir reine.